La semaine dernière, le Brexit a été le principal facteur d'influence sur les marchés financiers. Mon invité aujourd'hui est Roger Bootle, fondateur et PDG de Capital Economics. Roger, pour commencer, pensez-vous que les répercussions économiques du Brexit puissent se traduire par une dégradation de la situation sur le marché du travail britannique? Non, je ne le crois pas. Bien évidemment, il existe un profond désaccord sur cette question entre différentes personnes, le problème de l'emploi n'étant pas le point de départ dans ce clivage. Le point de départ est notamment la force générale de l'économie. Bien sûr, si le Brexit aboutissait à un affaiblissement de l'économie du pays, cela affecterait sûrement le marché du travail. En toute logique, le ralentissement du marché du travail se traduirait par une baisse des revenus réels, même si le taux d'emploi restait le même qu'aujourd'hui. La question qui se pose actuellement est de savoir si le Brexit affectera gravement l'économie britannique. À mon avis, la réponse est non. Nous pouvons nous attendre à ce qu'il entraîne certaines perturbations à court terme, un peu comme celles que nous avons observées après l'annonce sur les résultats du référendum. Pourtant, tout porte à croire que les perspectives à moyen terme s'annoncent favorables pour l'économie britannique. Quelle est la probabilité que le nouvel accord commercial entre le Royaume-Uni et l'UE prévoit les mêmes conditions que celles accordées à la Norvège et d'autres pays non membres de l'UE? Je pense qu'il est fort probable que le Royaume-Uni obtiendra les mêmes conditions commerciales que celles qui ont été proposées à la Norvège. Il est d'autant plus probable que les décideurs politiques de la Grande-Bretagne et surtout le ministère des Affaires étrangères du pays sauteront sur l'occasion de conclure un accord de ce genre. Pourtant, je tiens à préciser qu'un accord similaire à celui qui a été conclu avec la Norvège signifie que techniquement, le Royaume-Uni restera membre de l'UE à 98%. Si tel est le cas, cela veut dire que le fait d'accepter cet accord serait une trahison à l'égard de la volonté très clairement manifestée par le peuple britannique lors du référendum. Pour résumer, le fait d'accepter un accord du type norvégien serait équivalent à l'acceptation de l'ensemble de règles et de règlements de l'UE, et ce, parce que cet accord impliquerait le fait de contribuer à la libre circulation des personnes, ainsi qu'au budget central de l'Union européenne, ce qui ne serait pas trop différent de la situation actuelle. En réalité, ce sont effectivement les conditions de cet accord qui ont suscité autant de débats. Que pouvez-vous dire sur l'atmosphère courante à Londres au vu du résultat du référendum ? Je pense qu'une grande partie de la population britannique reste choquée par le résultat du vote. L'establishment politique du pays est quasiment déchiré par l'incertitude autour des futurs leaders du gouvernement et de l'opposition. Nous ignorons jusqu'à présent qui va devenir Premier ministre. La question du leadership du Parti travailliste d'opposition reste également ouverte. Nous nous sommes retrouvés dans une situation assez étrange. Nous devons prendre une décision par rapport au format des relations futures entre le Royaume-Uni et l'UE. Nous devons également élaborer un plan d'action clair. Jusqu'à présent, nous avons été dans l'incapacité de le faire car le Royaume-Uni est devenu un véritable champ de bataille politique. L'attitude des gens varie en fonction de différents facteurs. Certaines personnes se sentent soulagées et enthousiastes, d'autres sont désespérées. Je voudrais souligner que la pire des réactions qui ait pu se produire ne s'est pas produite. Les marchés ont chuté en réaction à l'annonce sur le Brexit, mais puis ils ont regagné du terrain perdu. La livre sterling s'est dépréciée, mais elle est parvenue à se stabiliser. La population britannique semble être devenue moins inquiète qu'immédiatement après le référendum. Nous traversons une période très instable. Combien de temps faudra-t-il attendre avant que l'article 50 ne soit invoqué? Il est difficile à dire combien de temps il faudra attendre. Moi, personnellement, je doute que cela puisse arriver avant l'entrée en fonction du nouveau Premier ministre et du nouveau chancelier de l'échiquier britannique. Cela est susceptible de se produire au début de septembre. Donc, les incertitudes actuelles sont censées se poursuivre pendant encore 3 mois et puis les nouveaux premiers ministres et chanceliers devront s'adresser à leurs collègues et conseillers afin de leur expliquer les démarches concrètes à suivre. Après cela, je pense qu'il sera tout à fait possible d'invoquer finalement l'article 50. Il se peut également qu'il ne soit pas nécessaire d'invoquer l'article 50 car nous pourrions tout simplement nous référer à la loi sur les communautés européennes. Il est également possible que la Grande-Bretagne n'entame pas la procédure de négociation prévue à l'article 50 car il s'agit d'une initiative très considérable visant à déclarer l'instauration du libre-échange unilatéral. Dans le cas du Royaume-Uni, le pays ne cherche pas à conclure de nouveaux accords commerciaux avec l'UE et d'autres pays. La Grande-Bretagne veut tout simplement mener des échanges commerciaux avec le reste du monde sans droit de douane, comme l'a déjà fait la Nouvelle-Zélande. S'il s'agissait d'obtenir les mêmes conditions, l'invocation de l'article 50 ne poserait aucun problème. Beaucoup de questions restent toujours ouvertes. Il faudra décider du sort des citoyens britanniques vivant à l'UE et de celui des citoyens de l'UE vivant en Grande-Bretagne. Il faudra probablement recourir à l'analyse détaillée au cas par cas pour être en mesure de négocier un nouvel accord.
Roger, tous mes remerciements pour vos commentaires. C'est tout pour le moment. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour. À très vite.